Donc voilà, ça c'est juste en guise d'introduction. Quand on parle de trauma, on parle de blessures. On voit rarement les patients avec des blessures simples, on les voit avec des blessures multiples, complexes. Et puis s'ajoutent les traumatismes familiaux complexes, transgénérationnels, vicariants. Voilà. Alors, ce matin, j'étais un peu plombante, donc cet après-midi, je vais essayer de faire mieux, surtout que vous avez votre déjeuner, j'aimerais que vous gardiez avec moi. Donc, j'ai essayé de proposer une définition du trauma centré compétence. Alors, un traumatisme, ça pourrait être une expérience d'apprentissage non aboutie. C'est-à-dire, le cerveau s'est arrêté d'intégrer, puisque la physiologie est passée, j'ai envie de dire, à des réflexes de survie qui ont fait qu'ils ne pouvaient pas finir de construire ce réseau neuronal et l'expérience reste coincée, j'ai envie de dire, à l'idée qu'il y a quelque chose de dangereux, quelque chose de douloureux, quelque chose de... Enfin, appelez-le comme vous voulez. Donc, cette expérience, plus vous avez un fonctionnement dissociatif qui se met en place, plus on sait que ça ne se règle pas tout seul. Enfin, c'est mon avis, peut-être j'ai tort, mais voilà, on peut en débattre tout à l'heure. Donc, une expérience d'apprentissage non aboutie, bloquée en raison des réactions de survie que la charge émotionnelle contenue suscite. Alors, j'aime bien citer Rob Fall et ses collègues. Rob Fall, c'est un spécialiste des interventions à court ou moyen terme, des interventions pour, après des désastres, des groupes importants de personnes. Donc il a invité tous les experts mondiaux en la question à discuter des critères essentiels, et voilà ce à quoi ils ont abouti. Ils ont dit il y a 5 critères essentiels, et finalement, je suis très contente parce que dans l'approche centrée compétence, en tout cas en psychotrauma centrée compétence, on se retrouve avec ces critères-là. Je ne sais pas si c'est dans cet ordre-là, mais voilà, apparemment il y a un ordre à respecter. Donc il faut d'abord accéder à un sentiment de sécurité, puis être en mesure de pouvoir s'apaiser, puis retrouver un sentiment d'auto-efficacité et d'efficacité pour la communauté. Ce que les auteurs disent, ils disent plutôt que de faire des débriefings qui ne font que consolider le trauma, il vaut mieux demander aux personnes de chercher des survivants, de reconstruire des abris, c'est beaucoup plus efficace. Et ça rejoint à l'idée d'amener les gens vers l'action. C'est-à-dire que c'est la meilleure chose qui conjure l'impuissance. Être relié à autrui, je suis sûre, vu nos discussions à midi, que M. Bedbès va nous en dire quelque chose, et avoir de l'espoir, le centre de l'approche centrée compétence. Donc voilà, j'ai fait des bonds de chimpanzé quand j'ai vu ça. Donc ça, on l'a vu ce matin. Voilà, on va passer vite là-dessus. Bruce Perry a eu une approche intéressante. Il est pédopsychiatre aux États-Unis. Et lui, il dit que plus une blessure est précoce, et on sait que les blessures d'attachement sont précoces, je veux dire, tout ce qui touche à l'attachement se mature, enfin, le système d'attachement mature pendant la première année de vie, se consolide jusqu'à 1 an et demi, et après, c'est installé. Alors, bien sûr, l'enfant a des relations différentes avec différentes personnes, mais quand on regarde son système d'attachement qui est blessé, ben voilà, je veux dire, c'est une empreinte précoce, c'est quelque chose où nous ne pouvons pas mettre de mots. Et ce que dit Bruce Perry, il dit plus une blessure est précoce. Aujourd'hui, on a les moyens de guérir des blessures avant la naissance, c'est-à-dire pendant la vie fœtale, autour de la naissance, jusqu'aux 3 ans. Ça ne veut pas dire qu'on devient psychanalyste, j'ai rien contre la psychanalyse, mais voilà, on a des moyens d'action qui font quelque chose avec ça et dont les gens se relèvent. Donc, ce que dit Bruce Perry, il dit plus la blessure est précoce, plus elle gêne alors c'est pas une approche très centrée compétence, mais plus elle gêne les fonctions qui dépendent de cet endroit. Donc lui il propose non seulement une approche qui va du corps vers la tête, mais en plus voilà, de prendre en compte les empreintes précoces, tout ce qui est j'ai envie de dire, de commencer par stabiliser le sommeil, les valeurs physiologiques. Donc voilà, il met de l'eau à notre moulin. Donc si nous regardons les critères de stabilité individuelle, ce n'est pas mon propos cet après-midi, mais je suis toujours dans l'introduction. Donc bien sûr, la stabilité individuelle s'ajoute à la stabilité relationnelle qui, voilà,
plutôt la deuxième s'ajoute à la première. Donc être en mesure de se sentir en sécurité dans un environnement sécure, être capable de s'apaiser efficacement soi-même, on est dans les critères de Rob Foll, faire les tâches de la vie quotidienne, donc avec des patients qui ne cherchent pas forcément des gens qui ne sont pas tous confrontés à des séismes, des endroits où il y a la guerre, mais dans la vie quotidienne, pouvoir parler du trauma sans être débordé, arrêter les intrusions en mettant de côté ce qui ne peut pas être abordé, donc augmenter la capacité de contrôle. Comme je vous ai dit, je partage mes diapos. Et être motivé pour vivre une vie normale, ça c'est Suzette Boone qui ajoute cette dimension. Ça me prendrait beaucoup de temps pour expliquer ça. Voilà, prenez-le comme acquis pour l'instant. Donc, dans la stabilisation neurovégétative, la stabilisation neurovégétative se fait au début, et puis chaque fois que le corps du patient en a besoin. C'est-à-dire, moi, je ne sais pas, peut-être je vais dire un mot déclencheur, peut-être on va parler de quelque chose, le patient va s'approcher de la fenêtre de tolérance. Eh bien, s'il s'approche trop de la fenêtre de tolérance, il ne revient pas à la normale, eh bien, j'arrête le processus et on apaise le corps. D'accord ? Donc, on fait des exercices d'ancrage, ça contre la dépersonnalisation, des exercices d'orientation, ça contre la déréalisation, et le thérapeute participe activement dans des exercices après avoir apaisé son propre corps d'abord. Donc, l'attention est régulièrement portée sur le corps, même pendant la discussion, c'est-à-dire souvent je demande aux personnes, pendant que vous me dites ça, que vous scannez votre corps, qu'est-ce que vous remarquez ? Et parfois, il y a des gens qui me disent « Eh bien, je sens une oppression. » Voilà. Donc, ce que je fais, en général, j'ai appris ça avec Jim Knipe, je demande aux gens de choisir une pluche dans ma panière à pluches, puis je leur demande de me faire des jets de pluches, jusqu'à ce que je vois que leur corps, leur trait s'apaise. Et puis, je demande aux patients de rescanner son corps, et puis ils sont très surpris de voir « Ah ben maintenant, ça va vachement mieux ». Puis je leur demande, est-ce que c'est tout parti, ou est-ce qu'on fait encore un peu, ou est-ce qu'on s'arrête là? Et puis c'est le patient qui me dit ce qui est utile à ce moment-là. Ça, c'est un de mes exercices d'ancrage préférés, avec les individus, les enfants, les adultes, les couples, les familles, les groupes. Ça marche extrêmement bien, parce que c'est un exercice qui utilise le système d'action du jeu. Le but étant de permettre à la personne de se reconnecter avec son corps, tout en apprenant des pistes pour pouvoir s'apaiser. Physiologiquement parlant, il est important que le corps du patient puisse s'apaiser lors des séances, quels que soient les contenus qui soient abordés. Donc, si vous n'avez pas de méthode en psychotraumatologie, ajoutez au moins des exercices d'ancrage pour ponctuer les choses et permettre au patient de dire « quand je vais parler des choses difficiles, finalement, ça finit par quelque chose d'apaisant ». Bien sûr, la thérapie centrée compétence nous amène à ne pas en rester là. Le but est d'établir un sentiment de sécurité et de connexion avec le corps dans l'ici et maintenant. L'échelle de sécurité, on l'a faite tout à l'heure, je ne reviens pas. Poser des questions de survie, on a vu ça tout à l'heure. Établir un contenant, faire connaissance avec les ressources de nos patients, leurs bons souvenirs, les activités stabilisatrices, les personnes de confiance dans le passé et dans le présent. Et n'oubliez pas les animaux de compagnie, avec quelques collègues, on en a parlé à midi. Les animaux de compagnie en termes d'attachement, c'est les meilleurs alliés. Surtout pour des patients traumatisés complexes qui n'ont plus confiance dans les humains. Si vous cherchez des figures symboliques animales où vous demandez est-ce qu'il y a eu des animaux qui ont compté dans votre vie, si vous ne posez pas la question, les humains ont tendance à rayer les animaux de la carte des vecteurs d'attachement importants, alors que c'est les plus importants chez les mammifères. On sait par exemple que le pleur d'attachement d'un tout petit, quelle que soit l'espèce, a la même structure sonore. C'est ce que les ingénieurs du son nous racontent. Et c'est pour ça que le pleur d'attachement de n'importe quelle espèce peut être reconnu par n'importe quelle espèce adulte et suscite le réflexe de prendre soin. C'est pour ça que quand vous voyez un tout petit, vous dites « Oh !» Voilà, ça c'est quand vous avez le système de prendre soin qui est activé. D'accord ? Oups. Faire l'inventaire de ce qui a marché dans le passé lorsque les temps étaient vraiment durs. Ça, c'est une question de Yvonne Dolan qui dit « Qu'est-ce qui a encore été efficace quand plus rien n'a marché ?» Donc, apprendre des exercices d'autostabilisation, la cohérence cardiaque, l'auto-hypnose, la pleine conscience, il y a foison. Je ne vais pas tous les détailler. Et installer des ressources avec la visualisation et de la respiration comme un lieu sûr, mais pas que le lieu sûr. Je veux dire, ce matin,
Wilfried Martineau nous a parlé d'activités sûres. Il peut, par exemple, avec les patients traumatisés complexes, je vais installer des lieux sûrs imaginaires en leur demandant, imaginez, vous auriez un billet pour aller où vous voulez, sans contrainte de temps, d'argent, de gens. Alors il y en a qui sont déjà partis, puis il y en a qui se raidissent en disant j'aime pas les avions, j'aime pas les trains, j'aime pas voyager. Et puis bon, pour ceux qui n'aiment pas voyager, je dis pas de souci, prenez une respiration, on revient ici. Je dis imaginez vous gagnez au loto, vous avez le budget pour installer votre habitation de rêve. Où est-ce que vous iriez habiter? Donc les gens qui n'aiment pas partir, ils aiment s'ancrer. Et donc du coup on installe un lieu sûr. J'ai envie de dire un lieu sûr, un lieu tranquille, parce que pour certaines personnes, le terme sûr est déjà un déclencheur. Donc un lieu tranquille, un lieu où on peut se poser. Et vraiment, si on peine à trouver, on fait l'exercice de la planète d'Yvonne Dolan. Peut-être certains vous connaissent l'exercice de la planète. C'est un exercice avec de l'hypnose ericksonienne, où Yvonne Dolan, je dis excusez-moi, c'est un exercice pour les enfants, je ne sais pas si vous l'essayez. Puis, le fait que je m'excuse, les personnes disent essayez toujours. Du coup, ils m'ouvrent un peu la porte, du coup, je peux. Voilà. Donc, c'est d'imaginer une planète où la personne choisit le paysage, choisit le temps qu'il fait, choisit les gens qui peuplent, les animaux qui peuplent la planète. Et il y a une règle importante sur la planète, c'est que l'enfant ou la personne a le droit de décider qui vient et qui ne vient pas. Et même si passagèrement la personne invite quelqu'un dans sa planète, dès que l'enfant ou la personne ne veut plus voir cette personne dans sa planète, elle peut la renvoyer et automatiquement elle s'en va. Donc c'est un exercice d'hypnose, avec une toute petite formation d'hypnose, voilà, on peut faire ça. Et puis cette planète a d'autres attributs, c'est-à-dire il y a un endroit où on peut aller se reposer, parce qu'être traumatisé, ça rend fatigué, hein. Ça se sait. Et puis, dès que les gens sont apaisés, en général, ils sont fatigués. Et puis, Yvonne Dolan a ajouté un livre magique dans lequel, si la personne ou si l'enfant a des questions, il faut qu'il les inscrive sur le livre magique, mais c'est un livre qui répond que quand on dort. Donc, du coup, c'est intéressant d'améliorer la qualité du sommeil pour que le livre puisse répondre. Donc voilà, c'est des astuces qu'Yvonne Dolan nous a enseignées. Les 3 questions de Luc Isebart sont dans ce diapo-ci, pas dans celui de ce matin, mais voilà, je les passe un peu vite. Les 3 questions de Luc Isebart sont très utiles quand les gens, malgré une volonté, n'arrivent pas à se mettre au travail. Donc Luc Isebart disait, ce sont des gens qui se sont installés dans la chronicité, dans l'immobilisme, parce que espérer que ça va aller mieux, c'est trop dangereux pour eux. Bon, je suis désolée, je n'ai pas le temps. Je vais essayer de respecter un peu mieux le temps. Donc la stabilité relationnelle, on est assez d'accord. J'étais étonnée de voir votre diapo ce matin, M. Martineau, parce que vous allez voir, voilà, on est dans la même lignée. La stabilité relationnelle suppose d'être capable de créer des liens d'attachement sécures, prendre en compte ses propres besoins, mettre des limites constructives. Les limites servent à ce que la relation continue. Je veux dire, les gens qui disent « j'ai mis des limites et puis j'ai plus vu la personne », c'est une rupture, c'est pas une limite. Donc voilà, pouvoir dire « ça me convient pas, est-ce qu'on peut faire autrement ?» Maintenir des relations constructives, être capable et reconnaître et se protéger des relations abusives ou non constructives, et être en mesure de s'appuyer sur autrui, demander de l'aide, accepter de l'aide, et être capable de vivre et de partager les émotions selon la fameuse règle de Michel Delage. Alors, une relation constructive, c'est quoi ? Les femmes victimes de violences conjugales m'ont amené... Alors, les travailleuses sociales me demandaient, quand je recevais ces femmes, qu'elles disaient « ce serait intéressant qu'elles se demandent pourquoi elle en est arrivée là, après être hospitalisée en CHRS ». Vous imaginez, ce n'est pas le moment de se poser ce genre de questions. Je veux dire, elle traverse d'abord, quelques mois de dépression, juste de réalisation, de deuil. C'est juste incommensurable. Donc, elles ne sont pas prêtes de se poser ces questions. Donc, quand il fallait faire ça, les travailleuses sociales ont informé les femmes, donc elles ne venaient pas. Donc, j'ai commencé par demander aux travailleuses sociales de venir en séance et de nous dire aux personnes, à leurs usagères, à leurs usagers, on dit usagères, je ne sais pas comment on dit, enfin voilà,
aux personnes, voilà, vous me comprenez, merci, de leur dire qu'est-ce qui fait qu'elles voulaient qu'elles viennent travailler avec moi. Et puis je leur dis, ben voilà, et c'est mon job de faire en sorte qu'elles veuillent continuer. Et du coup, voilà, faire exprimer la demande par celui qui la porte, c'est déjà extrêmement important. Et puis, les travailleuses sociales disaient, bon, si elles ne peuvent pas se poser la question intrapsychique, pourquoi elles sont là, pourquoi elles en sont arrivées là, il faudrait qu'elles se posent des questions sur la relation avec l'homme pour lequel ils sont là. Et puis ça non plus, je me heurtais à leur système de loyauté qui ne permettait pas qu'on se pose ces questions. Donc la seule chose que ces femmes m'ont appris, qu'on peut questionner, c'est de parler des relations en général, sans mentionner une relation particulière, c'est-à-dire ne pas rentrer dans la dimension intrapsychique ni systémique, mais prendre de la hauteur, comme ce qu'on nous apprend quand... je voudrais pas être... quand j'étais jeune, jeune, j'étais férue d'aviation, je voulais aller dans la brousse, et puis je fais mon brevet de pilote privé, voilà, je ne l'ai plus, mais à l'époque je faisais ça, et on nous disait, si on est, voilà, on nous parlait de météorologie, puis on nous disait, si jamais vous tombez face à un nuage d'orage, vous savez, les cumulonimbus, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qui vont de la couche la plus basse à la couche la plus haute des cirrus, donc... il dit, avec un petit avion, on risque 200 mètres de précipitation par seconde. Et puis on perd le nord, et puis c'est pas confortable. Il dit, si jamais tu dois traverser un nuage comme ça, si tu peux pas te poser, il faut gagner en hauteur et passer par au-dessus. Donc je me suis dit, tiens, ça donne une métaphore intéressante pour la dimension phénoménologique. C'est-à-dire, le regard phénoménologique ne se pose pas la question de pourquoi les gens agissent comme ils agissent, se pose même pas la question entre qui et qui ça se passe sur le plan systémique, se pose juste la question de la présence ou absence d'eux. D'accord ? C'est vers là que j'aimerais vous mener. Donc à 8000 mètres, ça va ? Donc dans les relations interpersonnelles, vous avez ce qui appartient à l'un, ce qui appartient à l'autre, et puis ce qui appartient à la relation. Une relation constructive, c'est quand il arrive quelque chose de bien à l'un, eh bien, ça fait du bien à l'autre. Et quand il arrive quelque chose de pas bien à l'un, quelles que soient les raisons pour lesquelles c'est comme ça ne fait pas du bien à l'autre. Enfin voilà, ça, je devrais plutôt le dire dans ce qui suit. Donc, en général, quand j'explique les choses comme ça, j'explique les choses suffisamment simplement et les gens passent en revue les relations interpersonnelles qu'ils ont. Ne vous inquiétez pas, tout le monde fait ça. Une relation non constructive, c'est quand il arrive quelque chose de bien à l'un, ça ne fait pas du bien à l'autre. Peu importe pourquoi. Et quand il arrive quelque chose de pas bien à l'un, eh bien, ça fait du bien à personne, mais ça apaise l'autre. Donc les personnes qui sont coincées dans un lien non constructif, avec le temps, qu'est-ce qu'ils font ? Ils arrêtent de se faire du bien parce qu'ils voient que ça ne fait pas du bien à l'autre. Donc ils essayent de stabiliser la relation. Et comme ça ne suffit pas la plupart du temps, ils sont d'accord d'être exploités, de se maltraiter, de ne pas tenir compte de leurs besoins. Enfin, la liste est grande comme ça, de tout ce qu'on peut faire pour se maltraiter ou laisser... Enfin voilà, je ne dis pas que les gens qui sont maltraités sont coupables d'être maltraités. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais voilà, ça arrive à des enfants parentifiés qui feraient tout pour leur famille, d'accord ? Donc voilà. Et donc à travers le temps, sortir d'une relation non constructive suppose de renoncer à se faire du mal. Ou voilà. Du coup, on n'a plus l'effet apaisant sur l'autre. Et puis réintroduire des petites choses qui font du bien, mais bon, comme la relation est non constructive, ça ne fait pas du bien à l'autre. Du coup, ça met du gaz dans la relation. Donc voilà, c'est un élément diagnostique en plus quand ça se passe comme ça. Donc ce sont des personnes qui très souvent font des allers-retours entre renoncer à se faire du bien, remettre en route de se faire du bien. Enfin voilà, donc c'est... Oups. Voilà, j'essaye de... Je ne suis pas très bonne en animation. Enfin, bref, je retire ce que j'ai dit. J'imagine que je suis avec vous dans une relation constructive. Je n'ai pas besoin de me diminuer pour vous apaiser. Voilà. J'essaie de faire de l'autodérision, mais je ne suis pas sûre que ça marche. Merci beaucoup, c'est gentil. Voilà. Donc, dans 10% des cas des femmes que j'ai vues victimes de violences domestiques,
J'ai vu malheureusement que des femmes. Voilà, c'est une institution qui s'occupait que de femmes. Je sais qu'il n'y a pas que des femmes. Hein. Mais dans 10%, les personnes en face commencent... Voilà, il y a une remise en question qui est possible, mais dans 90% des cas, la personne part vers un autre partenaire avec lequel ou laquelle continuer ce jeu malsain. Voilà. Donc, en termes de stabilisation relationnelle, on va explorer la qualité du lien du patient avec les personnes de l'environnement. On va essayer de voir est-ce que c'est constructif, pas constructif. J'aime bien expliquer ce schéma à mes patients, mais je le fais sur un bout de papier devant eux. Et puis, ils sont très intéressés parce qu'ils comprennent. Et puis, c'est eux qui diagnostiquent. Ils disent, ma fille, c'est comme ça, mon mari, c'est comme ça, ma mère, c'est comme ça, mon père, c'est comme ça. On va inclure les personnes importantes pour le patient et ses figures d'attachement dans la définition de leurs objectifs. C'est-à-dire, beaucoup de ces patients... définir des objectifs pour eux, c'est comme s'ils n'étaient pas assez importants pour pouvoir avoir des objectifs. Mais quand ils peuvent dire que s'ils peuvent s'apaiser, s'ils font des exercices de stabilisation, ça fera du bien à leur enfant, ça, ils sont prêts à le faire. Enfin, pouvoir se stabiliser pour faire du bien à leur enfant, ça c'est un objectif tangible. La thérapie se fait à l'interaction entre un axe individuel et collectif, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire si les personnes ne sont pas en mesure de formuler une demande, eh bien on va inclure celui qui a une demande, ou les personnes envoyées par un tiers. Vous connaissez l'approche centrée compétence qui consiste à travailler pour faire taire l'envoyeur, explorer, apaiser les liens de loyauté, et les ressources pour stabiliser le système d'attachement. Par exemple, installer une ressource d'accordage fondamentale. On va y venir plus tard, enfin j'espère. Mais ce que j'ai appris de plus fort, c'est d'utiliser des figures symboliques. Alors les figures symboliques sont des vecteurs relationnels, sont des personnes avec lesquelles on n'est pas dans un lien, j'ai envie de dire, dans la vie réelle. Hein. Je veux dire, ça peut être quelqu'un, je crois que quelque part il y a un diapo concernant ça, c'est des gens que vous avez pu connaître dans le passé, que vous voyez plus, ça peut être des gens décédés, mais ça peut aussi être des gens connus dans le monde, dans l'histoire. Par exemple, quand j'ai travaillé, j'étais grande brûlée quand j'étais petite, j'avais 1 an et demi, eh bien, quand j'ai travaillé sur ce trauma-là, ma thérapeute, qui était venue en formation chez moi, m'a demandé, m'a posé la question des figures symboliques, et j'ai choisi Mrs. Doubtfire. Et puis, elle m'a posé la question, pourquoi Mrs. Doubtfire? Parce que voilà, elle appliquait ce que je lui avais appris. Je dis, parce que c'est une mamie qui sent bon le gâteau, et puis elle raconte des histoires, et elle fait des gros doigts aux méchants. Donc, qu'est-ce qu'elle dit par là? Donc, ma collègue qui avait bien appris a dit, est-ce que ça veut dire que protéger les petits, c'est important pour toi? Puis c'est ce qu'on a discuté sur le temps de midi. Et puis, le fait que je puisse reconnaître que c'est important pour moi, c'est-à-dire la valeur que je reconnais à la figure symbolique, si je peux la raccrocher à ma colonne vertébrale, eh bien, c'est comme si j'étais en lien avec une figure qui est toujours un lien constructif et qui utilise mon système de prendre soin qui est inné. Je vais y revenir plus tard. Réapprendre à être en lien avec ses besoins, reconstruire ou construire une perspective d'avenir, faire l'apprentissage d'une ressource de différenciation par un rituel pour rendre, et en cas de dissociation, explorer le système intérieur et créer des liens internes constructifs. C'est-à-dire, pour moi, la dissociation, c'est vraiment un lien de soi à soi non constructif. Et donc, avec de la phobie des parties internes émergentes, de l'hostilité à l'égard des enfants intérieurs. Je veux dire, un jour, j'ai travaillé avec une patiente, je croyais qu'elle était bien stabilisée, puis elle rencontre une petite fille de 8 ans, et puis je dis, de quoi cette petite fille aurait-elle besoin? Puis c'est une mère exemplaire. Je me suis dit, pas de souci, ça va faire tout seul. Puis elle a changé, elle a eu un regard à faire peur, elle a dit, mais j'ai envie de la claquer contre le mur, cette petite. Je dis, bon, revenez ici. Donc, et puis on a travaillé sur l'hostilité qu'elle a envers cette petite, et puis qu'elle a pu reconnaître que c'est pas du tout adapté. Elle dit, mais si je suis honnête, c'est ça que je ressens. Voilà. Donc on accompagne plus ou moins, à travers ce qui émerge, la part adulte dans un accompagnement adéquat envers ces parties restées coincées dans le passé, et puis on va utiliser des mini-histoires narratives pour pallier aux lacunes de développement.
Dans les relations non constructives, quand vous êtes en face d'une famille ou un couple où il y a des relations non constructives, vous apaisez l'un, ça déclenche l'autre. Donc avec Luc Isebart, on s'est rendu compte que ce n'est pas la peine d'essayer de continuer. Dans ces cas-là, on va faire des entretiens scindés où celui avec lequel on est le plus en alliance, on va l'envoyer en salle d'attente pendant un quart d'heure et puis on va discuter avec celui qui reste des aspects positifs de la relation et de l'autre et qui sont explorés. Donc voilà, on sait que la dimension de la loyauté reste cachée, mais est omniprésente, surtout toujours dans les liens. Mais dans les liens constructifs, on la reconnaît plus volontiers, et dans les liens non constructifs, bien, malgré le fait qu'elle soit cachée, elle est omniprésente. Donc on va faire des exercices de stabilisation avec la personne qu'on a en face de nous, et la personne peut s'apaiser sans que ça déclenche l'autre personne, et sans discuter des objectifs et des pistes pour obtenir l'arrêt des violences. Et les séances familiales, les séances communes vont servir uniquement à faire le point sur la vie quotidienne. Donc avec Philippe Caillé, on a appris par exemple en thérapie de couple le protocole invariable qui consiste à faire 3 séances en parallèle et puis une séance ensemble pour faire le point sur la vie quotidienne. Combien de temps j'ai encore? 25 minutes. Oh, génial. J'ai couru assez vite, on peut ralentir un peu. Donc dans les attachements nocifs, on sait que ce sont des mouvements internes véhiculés par le système de soumission. Je veux dire, c'est ce que j'ai vraiment appris dans ces milieux de violence domestique, c'est que dans la théorie sur la dissociation, on parle des paradultes qui ont comme stratégie principale l'évitement. Donc il ne faut surtout pas toucher au monde interne, surtout pas toucher au trauma. C'est le TSPT classique dont parlait la news dans ma présentation ce matin. Donc voilà, il faut aider cette paradulte à dépasser ces défenses qui sont utiles, hein, qui sont en lien avec des capacités de survie. Et puis la théorie de la dissociation structurelle parle en général de 2 types de mouvements internes, des mouvements fragiles qui sont coincés dans le pleur d'attachement et des mouvements contrôle qui sont coincés dans des velléités de fuite ou de lutte. Et puis, personne ne parle de ces parties qui imitent l'agresseur. Si, quelque part, hein, si vous lisez Le Soi hanté, j'ai eu le bonheur de le traduire avec un collègue, tout d'un coup apparaissent des parties qui imitent l'agresseur, mais on ne sait pas par quel système ils sont véhiculés. Eh bien, les femmes victimes de violences conjugales m'ont appris que c'est le système de soumission à l'auteur des violences qui véhicule ça. Et psychopédagogiquement, ce que j'explique en général, c'est que la soumission dans la nature, ça sert à arrêter l'agression. C'est-à-dire quand 2 animaux se battent, se battent ou quand il y en a un qui... voilà. Et quand il y en a un qui sent qu'il ne va pas avoir le dessus et qu'il ne peut pas s'échapper, quand l'échappatoire est empêché, eh bien, il offre ses parts les plus vulnérables à celui qui a le dessus, à celui qui est dominant. Et en général, dans la nature, ça arrête l'agression. Sauf que chez les humains, surtout quand il y a des prédateurs sexuels, ça ne les arrête pas. Ils cherchent ce moment-là pour faire ce qu'ils ont à faire. Donc voilà, c'est compliqué, hein, je veux dire, dans le système dissociatif. Donc c'est important de se rappeler que ce sont des mouvements internes qui sont loyaux envers l'auteur des violences. Donc on parle d'attachement nocif, j'aime pas le terme nocif, mais voilà, j'en ai pas trouvé mieux. Non constructif, c'est un peu long. Lorsque la loyauté, l'attachement et l'espoir fonctionnent de manière contre-productive. D'accord ? Dans ces cas-là, eh bien, c'est illusoire de rester seul dans la thérapie, c'est mieux d'utiliser les figures symboliques. Il risque de faire échouer toute relation constructive, il se stabilise dans les relations non constructives, et je veux dire, l'agrippement est là, mais il n'y a pas de phobie. Enfin, je suis en train de m'embêler les pinceaux, je vais passer voilà, bref, l'attachement vient en premier. L'auteur qui nous permet de comprendre pourquoi la dimension d'agrippement vient en premier, pourquoi l'attachement c'est plus important que de manger, s'il faut choisir, c'est Harlow, qui faisait des recherches sur les singes rhésus
Et il regardait, par exemple, en mettant un mannequin avec un biberon, un mannequin avec une fourrure, et puis il laissait les petits singes, il les séparait de l'animal de leur mère, et puis ils essayaient de voir qu'est-ce que le petit singe choisit. Et puis le petit singe a tout de suite choisi, il s'est agrippé à la fourrure pendant 90% du temps. Et c'est que quand la faim... Enfin, j'aime beaucoup cette photo-là parce que si le petit singe a le choix, il fait ce qu'il fait dans la nature, il reste agrippé tout en buvant du lait. Et puis, comme les chercheurs sont des gens vicieux, enfin voilà, j'en ai fait partie, donc Arlo a écarté les mannequins, et puis pour que le singe puisse montrer son choix, et pour qu'il puisse mesurer les secondes que le singe reste accroché à la fourrure. Et puis, ce qu'il s'est rendu compte, c'est que le petit singe reste accroché à la figure. Quand il a faim, il commence à regarder le biberon, mais il reste accroché à la fourrure. Et c'est que quand la faim devient insupportable, qu'il lâche la fourrure, il boit son lait dans un quart du temps qu'il faut pour boire normalement. Déjà, en temps normal, ça va vite, mais là, ça fait en un quart du temps. Du coup, on peut mettre ça en lien avec les troubles du comportement alimentaire. Bref, et puis il retourne se blottir contre le mannequin portant la fourrure. Bref, utiliser des figures symboliques, tout ça pour introduire mon propos sur les figures symboliques, ce sont des figures que nous ne rencontrons pas dans notre réalité quotidienne. Voilà le diapo que je cherchais tout à l'heure. Nous pouvons les avoir connues dans le passé. Une personne décédée reste disponible dans la réalité symbolique, pourvu qu'il n'y a pas de trauma accroché. Et il peut s'agir de figures aussi concrètes ou imaginaires. Les figures symboliques ont la caractéristique de ne jamais mettre le patient en conflit de loyauté. Donc du coup, les questions que moi je ne peux pas poser en tant que thérapeute, je les pose via la figure symbolique. Elles répondent, et la deuxième caractéristique qu'elles ont, elles répondent à des besoins archaïques en utilisant notre système d'action de prendre soin, qui est inné et souvent très fonctionnel chez les enfants parentifiés. Et puis, le lien avec les figures symboliques est toujours constructif. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc, comment concrètement on installe des figures symboliques? J'ai essayé de conjuguer comment faire avec les enfants, les ados et les adultes. Puisque, voilà, pour les enfants, les ados, on va questionner leur héros. Quel est ton héros préféré? Est-ce qu'il y en a d'autres que tu aimes bien? Pour les adultes, on va choisir une ou plusieurs figures symboliques en demandant, de manière générique, où vous adapterez en fonction de ce qui est possible avec votre patient, si vous aviez le choix parmi les figures connues dans le monde, dans l'histoire, ou bien dans un roman, un film, dans des mythes ou dans un conte, une personne que vous avez connue dans le passé, de qui auriez-vous aimé être accompagné? Et puis on note les figures que la personne vous dit. Moi, je vous ai parlé de Mrs. Doubtfire. Ces figures peuvent être humaines, mais animales. Pour ceux dont la confiance en les humains est altérée, une figure animale peut être une ressource drôlement efficace. Plus rarement, les personnes choisissent une figure spirituelle, comme un ange, ou bien une figure de la flore, comme un arbre. Mais si l'arbre il discute avec la personne et prodigue des bons conseils, on prend. Ensuite, on pose la question, pour les ados, les adultes, qu'est-ce qui fait que vous avez choisi cette figure-là précisément ? Quelles sont les qualités que vous lui reconnaissez? Puis on les note. Et puis pour chacune de ces qualités, on va questionner la personne. Est-ce que cette qualité est importante pour vous? Alors je vous ai dit Mrs. Doubtfire parce qu'elle raconte des histoires. J'ai aucune idée si elle raconte des histoires. J'ai aucune idée si elles sont bons les gâteaux. Mais bref. Mais j'ai envie de vous dire, moi j'ai grandi dans un monde un peu avec des parents qui sont nés pendant la guerre. Enfin voilà, je veux dire, avec des familles qui n'ont jamais voulu que mes parents se marient. Et puis mes parents, ils ont fait dans les années 60 ce que font les gens quand ils veulent obliger leur famille de se marier. Ils s'échappent, ils font ce qu'il faut, et puis quand un petit bout est en train d'arriver, ils disent voilà, non, vous êtes obligés de nous marier. Et le petit bout, c'était moi. Juste pour vous dire, entre des familles qui ne pouvaient pas se supporter l'une l'autre. Donc vous voyez un peu, bref. Donc, moi, j'ai grandi sans aucune histoire. Ce que je trouve intéressant, c'est que ma fille, j'essayais de pallier à ça quand j'ai élevé ma fille, en essayant d'avoir des livres, une pile de livres comme ça, et ma fille m'a fait la vacherie, elle voulait quasi que des histoires que j'inventais moi-même. Donc on avait négocié un soir une histoire dans le livre et un soir une histoire qu'on invente à deux.
Bref, ma fille aujourd'hui travaille dans une bibliothèque et elle initie des projets pour lire des histoires aux enfants en âge préscolaire. Juste, voilà. Donc ça a pris la valeur de lire des histoires. Donc, est-ce que cette qualité est importante pour vous? Prenez le temps de poser cette question parce que ça crée une émergence émotionnelle qui est intégrative chez les personnes. D'accord? Et puis, est-ce qu'il y a un souvenir où vous avez pu vivre cette qualité? Et puis, on note ce souvenir s'il est présent. Pour les enfants, on passe cette étape. On va tout de suite au dialogue. Puis, troisième étape, on va créer un dialogue avec la figure symbolique. On va demander à l'enfant, à l'ado, si tu penses à ton héros, imagine qu'il est là, juste là, à côté de toi. Qu'est-ce qu'il pourrait te dire pour t'aider? Et puis, les réponses viennent tout de suite. Et c'est des réponses qui valent 200 fois plus que n'importe quel discours de n'importe quel thérapeute. Je veux dire, ça nous remet drôlement à notre place. Mais voilà. Pour les adultes, si la figure symbolique était à côté de vous, que pourrait-elle vous dire pour vous souvenir? Je pense à une patiente qui avait comme figure symbolique une araignée. Alors, moi, les araignées, c'est cette patiente-là qui m'aide à être moins phobique des araignées, j'avoue. Et puis quand je lui ai demandé, je me suis dit, qu'est-ce qu'une araignée peut bien lui dire? Une patiente qui a un trouble dissociatif de l'identité. Puis je lui ai dit, si l'araignée était là, juste à côté de vous, hein, pas à côté de moi, mais voilà, qu'est-ce qu'elle pourrait vous dire pour vous soutenir? Et puis la patiente se concentre, et puis elle me dit, regarde les liens dans la toile, pas les trous. Je peux vous dire, jamais j'aurais pensé à une telle réponse. Et puis je lui ai demandé, et quand vous regardez dans le système intérieur, qu'est-ce que ça fait d'entendre cette réponse-là? Elle dit, à l'intérieur, toutes les parties sont d'accord avec l'araignée. Voilà, on boit du petit lait en tant que thérapeute comme ça, grâce aux figures symboliques. Bref, on note cette réponse et on regarde avec la personne comment elle réagit à ce message. Je lui ai demandé comment vous, dans votre corps, vous réagissez par rapport à ce message. Elle dit, c'est un message apaisant. Plus tard, je lui ai demandé, si je demande à l'araignée, qu'est-ce qu'elle pense du travail que vous avez fait et qu'est-ce que ça dit de vous? Question qu'on pose en thérapie narrative, on cherche la valeur existentielle, et là, l'araignée lui dit, elle lui dit, tu es légitime d'exister. C'est une patiente que j'ai empêchée de se suicider pendant 6 ans. Ben voilà, bref, elle vit toujours. Je touche du bois. Voilà. Ensuite, on va introduire la possibilité de demander conseil à la figure symbolique. Pour les ados, les adultes, si vous pensez à une situation pour laquelle vous aimeriez un conseil, qu'est-ce que votre figure symbolique vous dirait pour vous soutenir? Puis on note la réponse de la même manière. Et puis on va créer un support tangible. Alors pour les enfants, il faut investir dans la thérapie. Donc on achète une figurine. Thérèse Steiner nous dit, bah oui, les enfants, on ne fait pas un collage, on achète une figurine, on leur donne une figurine tangible et ils mettent ça dans la poche. Et du coup, ils peuvent dialoguer avec leur héros. Pour les adultes, les ados, les ados, il faut les assister. Les adultes, on n'a pas besoin de les assister toujours, parce qu'on nous apprend qu'il ne faut pas faire à la place du patient ce que le patient peut faire lui-même, mais les ados, il faut les assister. Donc on va les assister dans la création d'un collage ou d'un support permettant un lien iconique répété. Pour les adultes, on va les inviter à aller à la recherche d'informations sur leur figure, puis on va leur demander d'imprimer une ou plusieurs photos pour leur permettre de créer un collage. En cas de difficulté de réalisation, on va offrir notre aide, mais seulement si les personnes n'y arrivent pas toutes seules. Et ensuite, on va inviter les personnes à entretenir un dialogue régulier. C'est aux professionnels de penser à solliciter régulièrement les figures symboliques. Lucas Barth dit dans sa théorie des habitudes, il dit il faut 30 à 90 réoccurrences pour installer une nouvelle habitude. Moi, j'entends installer un réseau sous-cortical suffisamment répété pour qu'il s'accroche au cervelet, c'est-à-dire là où se fondent nos habitudes. Donc, si vous installez juste une fois une figure symbolique, vous faites une fois un dialogue, ça ne suffira pas. Donc, il faut que le thérapeute soit porteur de régulièrement demander conseil à la figure symbolique. D'accord ? Donc, en utilisant les figures symboliques comme des co-intervenants, chaque fois que la question du thérapeute risquerait de mettre la personne en conflit de loyauté. Par exemple, une patiente qui était vraiment maltraitée par son père, je lui demandais, et elle avait comme figure symbolique Gandhi, et Gandhi dirait quoi par rapport à ça? Parce que moi, j'avais juste envie de sauter en l'air et dire quoi, il a encore fait ça? Enfin voilà, il faut que je me calme. Et puis j'ai pris une respiration, je lui demandais, et Gandhi, qu'est-ce qu'il dit par rapport à ce que vous venez de me dire? Puis elle prend un moment pour vraiment rentrer dans l'exercice. Elle dit, Gandhi dit,
il n'agit pas comme un père. Si moi j'avais dit ça, je veux dire, ça aurait été rédhibitoire pour la thérapie. Alors que si c'est la figure symbolique qui dit ça, moi j'ai juste à suivre avec un silence le temps que ça sédimente, vous voyez ? En prenant des nouvelles de la figure symbolique et du lien que la personne entretient avec elle, et en soutenant l'enfant, l'ado ou l'adulte à régulièrement prendre conseil auprès de sa figure symbolique. Alors pourquoi pas simplement installer des figures aidantes? Eh bien, la dimension visuelle échappe par essence à la mémoire sémantique, conceptuelle et rationalisée. Les images offrent un accès sous-cortical direct et peuvent constituer des ressources venant stimuler cet ordre émotionnel et non réfléchi. C'est-à-dire, ce que mes collègues chercheurs me disent, avec cette façon de faire, tu installes la ressource là où il y a le trauma. Moi, j'ai aucune idée si c'est là qu'il y a le trauma, mais voilà, on dit que les traumas sont des réseaux sous-corticaux reliés de manière émotionnelle, et bien ça, c'est des ressources sous-corticales reliées de manière relationnelle. Deuxièmement, le collage reste permanent, même en tant que crise, une fois qu'il est devenu un repère dans la vie quotidienne. Pour les ados, je vais vous montrer une figure symbolique. Pour les ados... Ah mince. Comment faire? Voilà, hop. Je voulais vous montrer que pour les ados, le collage, ça peut être mettre une figure symbolique comme fond d'écran sur son téléphone, qu'on ouvre 200 fois par jour. Et voilà, donc le but, c'est de pouvoir rentrer en lien. Donc le collage reste permanent, il reste présent comme un objet concret, même lorsque la personne n'est plus en mesure d'avoir une pensée réfléchie. Alors Michel Delage nous dit, si dans une famille, de l'émotion peut être ressentie sans que ça ne déborde, alors cela produit de l'attachement. Michel Delage a écrit plusieurs ouvrages, mais un article que tous les psychothérapeutes devraient lire. Ça s'appelle « Attachement et systèmes familiaux » et c'est paru dans Thérapie familiale en 2007. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Utiliser des figures symboliques dans le génogramme. Si la personne peine à trouver des ressources chez les personnes importantes, s'il y a des pans de la famille où la personne n'a aucune notion, s'il y a de négligence, si le système intérieur de la personne est en conflit, alors on peut utiliser les figures symboliques qui permettent un dialogue et qui ne met pas la personne dans un conflit de loyauté. Les figures symboliques ne remplacent jamais la famille, elles viennent s'ajouter à l'environnement relationnel de la personne. Donc, dans ce cas-là, j'utilise les figures symboliques comme greffe mythique pour ceux qui sont familiers de l'approche de Robert Neuburger qu'il a décliné dans son excellent ouvrage « Le mythe familial ». Donc, comme une transplantation de valeurs existentielles. Donc après le choix de la figure symbolique, ça on a vu ensemble, après avoir exploré les valeurs existentielles, on peut demander à la personne « Et qui dans votre famille aurait pu défendre ou incarner cette valeur si il ou elle en avait eu la possibilité ?» Et puis on laisse choisir la personne. Donc on ne va jamais orienter le choix, on ne va jamais dire « Est-ce que votre mère aurait pu, votre père aurait pu ?» Non, on va laisser vraiment choisir la personne. Puis la personne va trouver une personne dans son génogramme. Puis souvent, c'est lié à beaucoup d'émotions, donc on accompagne l'émotion. Ensuite, on va soigner le pôle rituel de la greffe. Et qu'est-ce que la figure symbolique pourrait dire à cette personne choisie dans le génogramme pour la soutenir? Parfois, ce qui vient sont des actions réparatrices. Un jour, une personne m'a dit elle avait choisi Genghis Khan, voilà, et qui aurait pu soutenir son grand-père paternel qu'elle n'a jamais connu. Et puis, quand j'ai demandé qu'est-ce que Genghis Khan pourrait dire à votre grand-père, elle a dit il dit rien, je les vois galoper dans la steppe mongolienne. Bon, très bien. Et puis, on accompagne ce processus tant qu'il y a du changement, soit avec des stimulations bilatérales, soit avec juste de la respiration. Il s'agit d'une installation de ressources, même s'il peut y avoir pas mal d'émotions. Et puis, on va transmettre cette valeur greffée en demandant « Et qui d'autre dans votre famille pourrait profiter de ces valeurs importantes à part vous ?» Alors, cette démarche permet à la personne de faire quelque chose d'important pour sa famille. Juste avant ça, si les personnes n'ont eux-mêmes pas de neveux, pas d'enfants, c'était le cas de la personne dont je vous parle, eh bien, dans ce cas-là, je pose la question, je veux dire, envers qui vous pouvez transmettre cette valeur dans le monde. Et ce qui a été assez... Enfin, voilà, elle a eu un imaginaire assez florissant
où elle disait, mais je les vois galoper et je vois des étincelles qui passent par les sabots des chevaux et qui vont dans la terre et qui vont jusqu'à... Voilà. Donc elle était vraiment dans une installation de ressources importantes. Cette démarche permet à la personne de faire quelque chose d'important pour sa famille ou un membre important de sa famille. Sa reconnaissance a posteriori permet de construire de la légitimité constructrice. Donc on va conclure cet exercice en remerciant la personne d'avoir accepté de faire cela pour ceux qui peuvent en profiter. Alors, ça on a vu ce matin, j'ai juste oublié de vous dire, il y a une feuille de route dans les diapos que je vais vous transmettre. Donc juste, on va travailler sur des peurs émergentes dès qu'elles émergent, dès qu'elles sont là. On va travailler sur les émotions dès qu'elles prennent toute la place et des relations interpersonnelles dès qu'elles prennent toute la place dans le lien. Donc, on va assainir des relations à travers le ciblage des blessures du lien. Par exemple, le protocole des lettres est un bon outil, mais peut-être vous avez des outils à vous. En nous concentrant d'abord sur les liens de l'entourage immédiat dans la vie quotidienne, et puis aborder les traumatismes transmis, ce qui déverrouille les problématiques. Voilà la réponse à la question ce matin via Annie Delplanque. Vous aviez eu le bonheur de la poser ce matin. Je ne vais pas la redire. La ressource de différenciation, on va l'installer en cas de lien non constructif, lorsque les problématiques transmises empêchent le travail thérapeutique. C'est vraiment un apprentissage à la différenciation à travers un rituel pour rendre. Et puis, installer une ressource d'accordage fondamentale permet d'activer le système de coopération par la psychoéducation sur l'attachement désorganisé et les stratégies de contrôle. Et on va installer une ressource au sein même du système d'attachement, comme j'ai dit ce matin. En thérapie de couple, de famille, on va faire de la psychoéducation sur le fait que les traumas attaquent les liens. On va apprendre aux gens à différencier l'enjeu du moment de l'enjeu du passé et mettre dans le contenant l'enjeu du passé. Et puis, on va hiérarchiser le ciblage en fonction de la feuille de route, qui est dans l'autre PowerPoint. Prendre soin de la relation thérapeutique, et puis j'ai bientôt fini. Enfin, ce matin, on parlait du partage en groupe d'intervision, soutien par la supervision, et puis travail sur les cibles de trauma vicariant. Si le thérapeute est au-delà d'une perturbation de 5 sur l'échelle de perturbation entre 0 et 10, il n'est plus en mesure d'avoir une pensée réfléchie, de pouvoir planifier. Dans ce cas-là, je suggère une lettre d'influence. C'est une lettre que le thérapeute va écrire à son patient, que bien sûr, il ne donnera jamais à son patient, on est bien d'accord. Et le but, c'est de pouvoir permettre au thérapeute de mettre sur papier toutes les couleuvres qu'il a avalées. Donc vraiment, la consigne donnée au thérapeute, c'est écrivez sur ce bout de papier tout ce que vous avez dans les tripes que vous n'oseriez jamais dire. Donc une fois que c'est sur un bout de papier, on est parfois surpris de la violence de ce qu'on a pu mettre. Donc le but est de restaurer les capacités réflexives du thérapeute et le confort du tandem thérapeutique. Et puis ce dont nous nous sommes rendus compte, c'est que le fait que le thérapeute se mette au travail et puisse travailler en intervision, en supervision, dans sa thérapie personnelle, ou simplement avec les collègues du cabinet comme nous faisons, sur ce travail avec les stimulations bilatérales, permet non seulement de restaurer le confort du thérapeute et de son patient a posteriori, mais permet vraiment de déverrouiller quelque chose dans la capacité à changer du patient. Donc pour finir, tout trauma est guérissable. La prise en compte du psychotraumatisme nécessite une méthodologie thérapeutique qui prend en compte le corps. La stabilisation individuelle ne suffit pas. En tant que mammifère, notre système d'attachement est primordial et doit être pris en compte à travers une stabilisation relationnelle. Les liens constructifs facilitent et accélèrent la guérison des blessures. Quand les liens sont constructifs dans un couple, dans une famille, travailler ensemble sur les traumas va beaucoup plus vite et beaucoup plus simple, décidément. Les traumatismes non résolus risquent de se transmettre à la prochaine génération, mais même la guérison est transmissible. Donc voilà, en conclusion, du traumatisme le plus simple au plus complexe, du plus individuel au plus massif, il est possible d'en guérir. Quels que soient les traumatismes relationnels, la pacification est possible, pourvu que les personnes impliquées le souhaitent et que les conditions de sécurité le permettent.
au-delà de la résolution de l'expérience traumatique, se relever d'une telle expérience mène à de la croissance post-traumatique. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, merci beaucoup.